L'épisode de cette semaine est une présentation de barbenoire.com. Je vous invite à visiter leur site web à barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits, des produits d'ici, du Québec, livrés partout en province. L'épisode de cette semaine a été enregistré mercredi dernier, donc il y a quelques jours. Et puis le premier sujet portait sur la possible transaction de Sean Monahan. Est-ce que moi et Pascal, on voulait échanger premièrement Sean Monahan et on parlait de quelques cibles potentielles pour une transaction. Entre-temps, transaction importante pour les Canadiens, Sean Monahan a été échangé. Donc, pour l'épisode sur les plateformes publiques, je vous ai ajouté une petite capsule pour réagir à cette transaction impliquant Sean Monahan aux Jets de Winnipeg. Donc, on va commencer l'épisode avec cette petite capsule et par la suite, vous aurez droit aux discussions entre moi et Pascal concernant la valeur et les cibles potentielles qu'on voyait avant la transaction de ce 2 février. Pour le reste de l'épisode, on a plusieurs sujets traités, des sujets qui ont été proposés par nos membres Patreon. On parle notamment des espoirs du repêchage 2024, ce qui nous a poussé aussi à faire du scouting. Discussion intéressante avec Pascal sur un peu les racines du TSLH Espoir. Donc, je vous souhaite un bon épisode. C'est dommage pour les plateformes publiques que la discussion sur Sean Monahan n'est plus d'actualité. C'est pourquoi je vous offre cette petite capsule d'entrée de jeu. Sean Monahan, membre maintenant des Jets de Winnipeg. Bon épisode. Transaction majeure, on peut le dire ainsi. Sean Monahan échangé aux Jets de Winnipeg. Bon, pas majeur parce que c'est pas une grosse transaction, mais quand ça implique un joueur des Canadiens, c'est toujours majeur. Petite capsule pour réagir à cette transaction-là. Vous comprendrez que la suite de la discussion, moi et Pascal, on va parler de la possibilité d'échanger Sean Monahan. C'est la réalité qu'on a décidé de faire des podcasts d'avance sur Patreon. Les gens qui sont abonnés à Patreon ont pu avoir cette discussion-là en direct mercredi. Sur les plateformes publiques, vous allez avoir accès à la discussion en sachant finalement que Sean Monahan a été échangé. C'est juste le processus mental à adopter. On comprend que avant de sortir l'épisode, Sean Monahan a été échangé. Cela dit, on voulait sortir l'épisode mardi prochain. On vous le sort dès aujourd'hui, 2 février, la journée que Sean Monahan a été échangé aux Jets contre un choix de première ronde et un choix conditionnel au repêchage, choix de première ronde de 2024. Donc, si on récapitule, si on regarde avec la forêt et non simplement l'arbre, Sean Monahan a rapporté 2 choix de première ronde pour les Canadiens. Ce qui veut dire que les Canadiens vont choisir 2 fois en première ronde au repêchage 2024. Ce qui veut dire aussi que Kent Hughes dispose de 2 choix de première ronde pour bouger à une transaction au repêchage, monter, descendre. Il y a des options pour Kent Hughes. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Malheureusement, il n'y a pas d'espoir qui se greffe au pipeline des Canadiens dans cette transaction-là. On aurait aimé des gars comme Colby Barlow, Brad Lambert, exemple, Rasmus Kupari sur à plus petite échelle, si on veut, avec un choix de première ronde. Je pense que ça aurait été le type de transaction possible. J'ose espérer que, en fait, c'est sûr que c'est ça, Sean Monahan, s'il n'a pas rapporté un espoir, mais simplement un choix de première ronde et un choix conditionnel, c'est parce que c'était la meilleure offre. Tout simplement. On peut être fâché qu'il n'y ait pas d'espoir, qu'il n'y ait pas de joueurs de l'alignement qui viennent avec. Il faut se rappeler que Sean Monahan a un historique de blessures. Et là, présentement, il est en santé. Il y a eu des journées de traitement récemment. Je pense que le Canadien voulait l'échanger avant qu'une blessure survienne.
Donc, la meilleure offre qui s'est présentée étant celle des Jets. Sean Monahan, merci pour tes services. Très bon travail avec les jeunes. Tu as su monter ta valeur pour donner un choix de première ronde supplémentaire aux Canadiens. Moi, je pense que c'est le move à faire. Je pense que quand un joueur a une valeur comme ça, tu te dois de l'échanger. Oui, je peux comprendre les gens qui aiment avoir des vétérans dans l'équipe être fâchés de cette transaction-là. Je trouve ça normal. Mais d'un autre côté, il faut se souvenir toutes les transactions qui sont survenues dans le passé qui impliquaient des choix au repêchage et que ces choix-là ont servi à aller chercher des joueurs. On ne s'ennuie pas là, d'Alexander Romanov qui a donné Kirby Dach finalement en l'échangeant au repêchage. On ne s'ennuie pas de Ben Sherratt qui a donné un choix de première ronde dans la transaction qui a servi à aller chercher Alex Newhook. Fait que des fois, l'effet domino peut se sentir plus tard. Fait que est-ce que ce choix de première ronde-là va donner un espoir de qualité au repêchage? Un bust? Ça peut arriver. Au repêchage, tout peut arriver. Ou on va utiliser ce choix-là pour une transaction. Fait que je pense qu'en date d'aujourd'hui, c'est une bonne transaction. Maintenant, qu'est-ce que Kent Hughes va faire avec ce choix-là? Ben, c'est ce qui va rendre la donne très intéressante. Donc voilà pour la transaction Sean Monahan, qui est présentement un membre des Jets de Winnipeg. Petite parenthèse, les Canadiens ne retiennent pas de salaire dans la transaction, ce qui demeure intéressant. C'est sûr que le salaire de Sean Monahan n'était pas très élevé. Les Jets étaient en mesure de l'accueillir au complet. Donc voilà. Est-ce que ça met la table pour d'autres transactions d'ici la date limite des transactions? Ben, il reste Jake Allen, il reste peut-être David Savard. Ce sera à suivre. J'aimerais ça vous entendre en commentaire. Ben, vous lire en fait. J'aimerais ça vous lire en commentaire en dessous de l'épisode. Si vous l'écoutez sur YouTube ou peu importe sur nos réseaux sociaux, sur Twitter. Comment trouvez-vous cette transaction-là des Canadiens de Montréal? Sean Monahan qui passe aux Jets de Winnipeg. C'est ce qui fait le tour pour la petite capsule. Je vous laisse à la discussion de Pascal et de moi-même pour, en fait, ce qui devait être un préambule à une transaction de Sean Monahan. Comment on voyait le tout et tout. Donc, je vous laisse sur cette discussion-là. Merci d'être au rendez-vous. Et puis, laissez des commentaires. Comment trouvez-vous cette transaction de Sean Monahan? Présentation de toutsurlehockey.com. Bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Pour cet épisode, on va parler des sujets de nos membres Patreon qui nous ont envoyé une panoplie de bons sujets à discuter. Honnêtement, c'était vraiment plaisant de vous lire. Merci d'avoir participé. On en a eu beaucoup. On ne les traitera pas tous dans cet épisode. Donc, attendez-vous à avoir un autre épisode de la sorte qui va sortir plus tard pendant la saison. On avait des sujets là, qui nécessitaient de la préparation, puis honnêtement, on était motivés à faire cette préparation-là. Fait que c'est pour ça qu'on va prendre certains sujets pour d'autres épisodes. Exemple, qui a les meilleures mains, les meilleurs tirs, meilleure physique du repêchage.
c'est des choses qu'on aborde à la fin de la saison sur le site Ouais. et dans le guide. Fait assurément qu'on va en parler dans le podcast plus tard, dans le fond, dans la saison. Fait qu'on a quand même un menu chargé aujourd'hui, Pascal, surtout que on a une petite minute de retard sur le live sur Patreon parce que grosse transaction qui risque d'être annoncée dans les prochaines minutes, prochaines heures peut-être. Elias Lindholm, joueur de centre des Flames de Calgary qui passerait, au moment de se parler, qui passerait aux Canucks de Vancouver dans une transaction impliquant Andrei Kuzmenko. Ouais, Pagnotta vient de mentionner que Kuzmenko serait dans le deal, mais Calgary est sur sa no trade list. Fait que là, il faudrait qu'il arrange ça pour que ça aille through. Donc, ouais, gros épisode. Je suis bien content que Lindholm parte. Ça va libérer un peu le marché. Je suis bien content aussi d'être là ce soir. Jeudi passé, 1 minute avant qu'on commence, à 59, mes kids ont commencé la maladie en G. Fait que merci à Simon Servant d'avoir répondu à l'appel en quelques minutes, en quelques secondes même. J'étais bien content, je me sentais mal, mais écoute, l'appel du papa était là. Fait que j'avais pas le choix. Matt a été témoin même. Oh, oui, ouais, je peux témoigner qu'il y aurait eu des sons un peu bizarres en arrière-plan si t'étais resté. Papa! Non, c'était quelque chose. Bref, après 49 ramassés, me voilà. Yes. Pourquoi on vous parle de la transaction d'Elias Lindholm? On va y revenir pour les gens qui nous suivent en direct sur Patreon. Pour les gens qui écoutent sur Spotify et YouTube l'épisode qui va être diffusé. Probablement que la transaction a déjà sorti, mais pourquoi on parle immédiatement de Lindholm? Ben, tu as effleuré un petit peu le sujet, Pascal. C'est bien évident que la transaction d'un joueur de centre avec un contrat quand même avantageux comme Lindholm, on parle d'un contrat de 4,85 millions pour le reste de la saison, joueur autonome cet été. C'est bien sûr qu'un joueur comme lui qui quitte le marché des joueurs disponibles, en fait, d'ici la date limite des transactions, vient impacter le marché au grand total et qui dit marché des transactions dit Sean Monahan. Donc, c'est le premier sujet qu'on va parler dans cet épisode. Un sujet qui enflamme les passions sur les réseaux sociaux actuellement. Est-ce qu'on échange ou on signe Sean Monahan du côté des Canadiens de Montréal? Probablement que pendant le show, on va être en mesure de connaître le prix de Lindholm, ce qui va nous statuer un peu sur le prix de Monahan. Mais présentement, avec les données qu'on a, Pascal, est-ce qu'on échange ou on signe Sean Monahan? Il faut viser la coupe, man. Non, mais oui, tu sais, c'est à tout. Depuis 2020, le Canadien a gardé souvent surtout sur Bergevin, là, a gardé des vétérans alors qu'il aurait dû les échanger à la place d'optimiser leur valeur. Et là, sous Kent Hughes, ça a l'air à pas être le cas. Il échange les joueurs alors que leur valeur est vraiment bonne comparativement à ce qu'il pourrait amener à l'équipe. Et c'est en plein ça, ce que Sean Monahan en ce moment. Puis, tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun comme situation parce qu'ils sont allés chercher, ça a coûté un first à l'autre équipe, à Calgary. Puis là, ils vont l'échanger probablement contre un first ou contre un jeune qui a de l'allure ou tu sais, un deuxième choix avec un bon jeune ou un bon jeune avec un premier. On ne sait pas encore c'est quoi son prix. Ça va probablement regarder. Probablement rouler autour de ça. J'ai fait un texte justement cette semaine concernant plusieurs petites suggestions, peut-être plus réalistes que mettons, rêver à la lune pour Sean Monahan. Mais écoute, on peut être surpris. On peut être surpris parce que ça va être le seul centre d'impact disponible après le trade d'Elias Lindholm. Puis en plus, il coûte 1,9. Ça n'a aucun sens quand même qu'il ne vaut pas cher. Puis le Canadien a encore une place pour retenir du salaire. Parlons-en des cibles, Pascal. Peut-être que les gens qui nous écoutent sur le podcast n'ont pas nécessairement consulté le texte. Quelles seraient, selon toi, les cibles potentielles pour un désespoir dans une transaction de Sean Monahan? Les gens parlent beaucoup des Rangers, mais au niveau des Rangers, c'est sûr que leur relation avec Jeff Gorton n'était pas au beau fixe pour plein de raisons.
Fait que moi, personnellement, j'ai écarté cette option-là. Il y en a d'autres qui parlaient de Boston, mais Boston, ils ont pas beaucoup de prospects intéressants. Ils ont encore leur choix de cette année ou l'année prochaine, je ne me rappelle plus. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment, vraiment. Les deux options, ben, il y avait Vancouver, mais là, ils vont être hors de la carte à cause de Helen Home. Mais les deux options que moi, je voyais intéressantes, c'était Détroit et Dallas. Détroit pour Jonathan Berggren, avec un choix de 2 ou un choix de 1, peu importe ce que Steve Eisenman veut payer. Pourquoi Berggren? Parce que c'est un gars de milieu de formation offensif, bon dans sa zone aussi. Oui, c'est pas le cabaret incroyable, mais un peu dans le même profil que Alex Newhook, mais aux ailes, même si probablement que Newhook va finir aux ailes, on va se le dire. C'est dans le profil que Hughes voudra aller chercher avec l'âge, au début vingtaine. Oui, c'est un Suédois, mais c'est quand même quelqu'un qui est clutch au niveau de l'offensive. Donc, c'est vraiment une cible pour moi. Puis en plus, il joue pour Détroit, qui est une équipe que j'apprécie. Dallas, j'avais Ty Dellandre. Dellandre, l'année passée, était vraiment bon. Il était utilisé dans le milieu de la formation avec Dallas. Puis il a réussi à produire 28 points en toute la saison. Mais cette année, il est vraiment sur le quatrième trio, à l'aile. Il n'est pas utilisé beaucoup sur les unités spéciales. On va le voir dans des avantages, mais en avantage, ça n'arrive pas souvent. Donc, il est un peu comme Alex Newhook, qui est pogné un peu derrière toute la profondeur de la formation. Donc, je pense qu'il pourrait débloquer ou vraiment aider le Canadien, mais c'est sûr que Berglund serait vraiment mon option favorite. On peut parler de Winnipeg aussi, mais tu as sûrement quelques idées en tête aussi. Je suis quand même d'accord avec les cibles que tu nous apportes. Il y a Guillaume Desparois dans le chat Patreon qui C'est nous qui? suggère Los Angeles et Colorado. Puis moi, j'allais parler justement de Colorado. Euh, on le sait qu'ils veulent ajouter un deuxième, troisième centre à la formation. Ça a été des besoins qui ont été discutés l'an passé. C'est des besoins qui semblent être encore criants encore cette année. Puis je pense que Sean Monahan a été lié quand même à l'Avalanche l'an dernier. Fait que je serais pas surpris de le voir atterrir là. Une cible pour moi du côté de Colorado, ben évidemment, c'est le jeune Kovalenko. Euh, Nikolai Kovalenko qui joue présentement à Torpedo avec un certain Bogdan Konyushkov. Donc les recruteurs professionnels du Canadien l'ont possiblement déjà vu à l'œuvre. On sait un peu que Kovalenko veut passer à la Ligue nationale l'année prochaine. Souvent, Kent Hughes nous parle de joueurs qui... on veut acquérir des jeunes, oui, mais des jeunes qu'on croit être en mesure d'amener dans la Ligue nationale prochainement. Je pense que Kovalenko peut répondre à ce besoin-là. Fait que ce serait vraiment une cible pour moi dans le cas de Sean Monahan. Il y a Callum Ritchie aussi qui est intéressant avec eux, mais probablement que tu n'aurais rien d'autre que Callum Ritchie, parce que c'est vraiment un espoir intéressant qui est repêché en première ronde l'année passée. Puis tu as aussi Oscar Lawson. Peut-être un peu moins intéressant, mais qui joue professionnel en ce moment, si je me souviens bien. Puis ça va quand même bien. C'est un gars complet, un bon patin. Tu sais, on le connaît, c'est repêchage 2021 ou 2022 qui a été drafté. Là. J'ai un blanc, je pense que c'est 2022. Mais c'est un gars qu'on connaît quand même assez bien au TSLH Espoir, qu'on a quand même couvert là, tout le long de son année de repêchage. Donc, ça demeure. C'est sûr que le Colorado est une cible. Puis, ils ont quand même fait des échanges là, avec Kent Hughes. Il y a aussi les Jets que le monde aime beaucoup. C'est sûr, parce qu'ils ont vraiment une bonne banque quand même de jeunes, comme Brad Lambert, Chaz Lucius, Colby Barlow, Rutger McGrarty. Mais tu sais, je penserais pas qu'un de ces quatre-là, tu sais, Chaz Lucius, OK, il a été blessé pas mal, mais je pense pas que Kent Hughes va s'en aller vers un gars qui a joué genre 10 games en 4 ans. Je niaise, là, mais tu sais, il était blessé pas mal. Même Nikita Shiblikov, qui joue dans la Ligue américaine, je penserais pas que ce soit une cible nécessairement. C'est sûr que Brad Lambert, oui, on l'aime pas mal tout là, ici, là, mais le Canadien a passé par-dessus au repêchage. Ils sont allés chercher Philippe Méchard, donc je pense pas qu'il l'apprécie nécessairement. C'est pour ça que j'étais allé avec plus des Axel Jonsson Fjallby, même si je ne l'apprécie pas nécessairement, mais tu peux le remplacer direct. Sean Monahan un peu dans ses responsabilités défensives avec lui. Puis tu as Rasmus Kopari aussi, avec un choix de première ronde qui pourrait intéresser les Canadiens. Mais c'est sûr que ce trade-là
versus ce que tu pourrais aller chercher ailleurs. C'est peut-être un peu moins intéressant, mais il faut nommer des noms, il y a jeu là. Est-ce que Capo Caco pourrait représenter une cible selon toi, Pascal? C'est une question de Pierre-Luc sur Patreon. Ouais, c'est le débat qu'on voit souvent là, sur les réseaux sociaux, et on l'a vu à BPM passer aussi. Écoute, c'est sûr que c'est une cible. Tu sais, ce gars-là, il est utile à une formation. Il peut prendre les responsabilités défensives d'une équipe. Ce gars-là, il peut les remplir. C'est vraiment un joueur responsable sur la glace qui a quand même la puissance, mais il n'a aucune créativité. Fait que, tu sais, moi, ce gars-là, je ne le vois pas atteindre le 50 points, ni le 40 points. Ben, peut-être le 40 points, mettons, dans une bonne formation. Mais est-ce que j'irai chercher one-on-one? Non. One-on-one, je n'irai pas le chercher. Il faudrait qu'ils rajoutent de quoi. Puis est-ce qu'ils vont vouloir rajouter quelque chose? Je pense que ça va vraiment être difficile d'avoir un échange entre les deux équipes. Mais tu sais, si c'est la meilleure option sur le marché, why not? Mais écoute, je ne serais pas nécessairement content d'avoir encore un kéké dans l'équipe. Juste pour les jokes, je ne serais pas content. Moi, du côté des Rangers, il y a quelques cibles quand même. On parlait dans le chat de TSLH au sujet de Gabe Perreault. Ouais, moi, je pense que ça représente quand même un des meilleurs. En fait, c'est le meilleur espoir, je pense, des Rangers, là, rapidement comme ça. Là. Fait que je pense pas qu'on se départisse de lui contre Sean Monahan. Ça serait un estige de trade. Oui, je sors ça, le mot sûr. hostiche. Là. Je sors le mot hostiche. Ça serait vraiment un bon trade, même si on ne sait pas s'il va atteindre la ligue. Mais c'est tout qu'un espoir, ce gars-là. C'est sûr qu'on a des silences parce qu'on check le trade s'il arrive. Ouais, exact. Ben, tu sais, en plus c'est 3 en 3. Là. Mon micro était fermé. Mais Darren Dreger confirme Lindholm à Vancouver. Kuzmenko ferait partie du deal, mais son agent doit travailler parce que Calgary est sur la no-trade list. S'il ne fait pas partie de l'échange, ce serait des picks et des prospects. Fait que la situation est fluide, comme diraient tous les insiders. T'as-tu un guess? Mettons? Ben, tu sais, moi, je pense honnêtement que ça va prendre Si c'est pas Kuzmenko, ça prend un solide prospect, là. Tu sais, j'irais quasiment avec Tom Willander, puis presque quasiment le Kirimaki, là. Et? Non, un des deux, okay, avec des choix. Non, pas les... wow, là. Non. J'irais sûrement avec un first pick. C'est même un first pick avec Kuzmenko qui a pali pas mal. Son étoile a pali pas mal. Puis il vaut quand même cher sa masse. Donc, pour compenser un peu le salaire, je pourrais comprendre qu'ils doivent payer un choix de première ronde pour se départir de ce gars-là, en plus d'acquérir Lindholm. Mais je pense qu'un first avec Klimovich pourrait ressembler à quelque chose, pas de Cousin. Je pense pas que le acquérir ce gars-là, là, puis Willander, je pense pas qu'il serait dans le trade, mais s'ils le sont, tu auras raison. C'est sûr que la transaction va impacter la valeur de Sean Monahan. On en parlait. C'est un peu le sujet actuel. Échange aux signatures, les gens qui écoutent comprendront qu'on est les deux dans le même camp, soit celui d'une transaction. Oh oui. On a toujours été un peu comme ça au TSLH. Je pense qu'on comprend la reconstruction, on veut capitaliser sur les joueurs qui ont de la valeur au sein de l'organisation. Moi, ce que je trouve un petit peu tannant ces temps-ci dans ce débat-là, je trouve qu'on manque de mémoire au sein des analystes, des partisans en général dans les discussions. On manque de mémoire par rapport à ce qui s'est passé dans le passé avec le Canadien, et je m'explique. On se rappellera que la transaction de Tyler Toffoli avait fait un peu grincer des dents parce qu'on voulait garder des vétérans. Toffoli, on aurait pu même l'échanger la saison d'avant. Il a connu une baisse de production. Finalement, on a quand même eu un pas pire retour pour lui. Ouais. Mais c'était encore la même cassette. Les vétérans, ça prend des vétérans pour nos jeunes. Pourquoi on échange les vétérans? Quand on regarde la transaction de Tyler Toffoli, ça a amené Emil Heinemann, ça a amené Philippe Méchard, puis ça a amené Yevgeny Volokin.
Mm. dans le pipeline de prospect. Je pense qu'on peut se satisfaire du prix qu'on a soutiré pour Tyler Toffoli qui, quand l'équipe va devenir compétitive, n'aurait probablement pas été un facteur au sein de l'alignement à cause de l'âge puis à cause du contrat qu'il aurait peut-être soutiré. Artturi Lekonen, autre exemple. On voulait pas l'échanger. Parfois, on voulait même échanger d'autres joueurs plutôt que Lekonen. Finalement, on obtient Justin Barron contre. Je pense que Barron rend des fiers services. Il est en développement présentement. Oui, il est retourné à Laval. Je pense qu'il offre du bon hockey pareil. Je pense qu'on est quand même satisfait du retour actuellement. Il n'y a rien En qui plus presse. d'avoir un... Il n'y a rien qui presse sur Barron. Pour pire, tu peux le rééchanger puisque ce genre de Exact, défenseur-là droitier est un asset. Ok. exact. Tu sais, des gars comme Marco Scandella, qu'on avait été chercher pour ramener de l'expérience autour des joueurs plus jeunes. On a été capable de le monnayer contre un deuxième round puis un quatrième round. Puis ce quatrième round-là a donné qui? William Trudeau. Je pense qu'on est content d'avoir William Trudeau au sein de l'organisation, un Québécois qui se développe bien à Laval, quoi qu'il y ait une petite baisse de régime Ouais, cette année. cette année, ça arrive. Mais somme toute, je pense qu'on est content de l'avoir. Il y en a d'autres, là, des vétérans. J'ai gardé les deux plus gros pour la fin. Là. D'autres vétérans qu'on lisait les commentaires, on lisait les chroniques et tout. Avec Denis? On voulait pas les échanger. Les vétérans, c'est important d'encadrer ça. Brett Kulak en 2022. La majorité des commentaires qu'on pouvait lire sur une possible prolongation de contrat pour Kulak. Un commentaire, je le lis. Là. Pour le moment, on le garde. Il faut finir la saison et on n'a rien à Laval. Dans un échange 1 contre 1, il y a une valeur juste OK. Ça donne quoi? Un choix de quatrième ou de cinquième qui jouera dans 5-6 ans, probablement jamais, versus un excellent patineur de 28 ans. Donc, on le garde pour l'instant, puis on verra l'année prochaine. Brett Kulak a été échangé contre un choix de deuxième ronde qui a donné Lane Hudson. Patineur pour patineur, je vais quand même prendre Lane Hudson. Ouais, moi aussi. Je vais quand même prendre Lane Hudson. Même Tu que... sais, faut vous comprenez aussi que des textes de spéculation ou d'échange, on en fait pas mal, puis on se fait tracher très souvent par pas la majorité des lecteurs ou des partisans, par un public cible, mettons, d'un certain âge, très habile avec les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, des commentaires de même, là, on en a pas mal, puis il y a de même de ces personnes-là qui sont à la radio. Et tu vas sûrement en parler là. Ben Sherratt. On voulait le garder, Ben Sherratt. Ben Sherratt, il a donné un choix de première ronde puis un choix de quatrième. Puis le choix de première ronde, là, il a été utilisé pour aller chercher Alex Newhook. On est content de l'avoir, Alex Newhook. Mais le vétéran, là, on en a trouvé d'autres pour le remplacer avec les jeunes. Puis Alex Newhook, il s'est greffé au groupe de jeunes aussi. T'sais. Fait que c'est ça un peu le concept. C'est pas une question de dire on n'en veut pas de vétérans. Sean Monahan, il était acquis pour rien. Les Flames, là, ils ont donné un choix de première ronde pour qu'on aille Sean Monahan. Sean Monahan, qui est un vétéran, là, il a coûté rien. Là. L'été prochain, il va en avoir d'autres vétérans à signer. Là. Ouais. Faut arrêter de penser c'est lui le vétéran ultime qui va guider vers la reconstruction. Il y en a d'autres. Là. Il va en avoir d'autres. Non, je suis 100% d'accord avec toi. C'est une gestion des assets. L'affaire que Bergevin n'était pas capable de faire, c'est-à-dire qu'il aimait trop ses joueurs, il était trop émotif. Kent Hughes, il aime ses joueurs, mais il n'a pas cet aspect-là. Il est habitué d'avoir un... C'est un agent, là, tu sais. Il est habitué quand même d'avoir un certain détachement. Fait que, tu sais, je trouve que c'est le fun d'avoir enfin un DG qui est là pour la business, pour optimiser la valeur des choses. Est-ce qu'on est d'accord avec toutes les choses? Peut-être pas. Surtout sur la glace, mettons, au niveau de gestion des effectifs. Mais en somme toute, on peut-tu vraiment chialer? Je penserais. Sérieusement, je pense pas. Je pense, en ce moment, est-ce que les Canadiens pourraient être en avance sur le développement ou bien avoir échangé encore plus de choses? C'est sûr qu'ils pourraient être plus bas au classement. Mais d'attendre que Monahan prenne la valeur autant que là, il en prend, ben, je pense que c'était la bonne décision. Fait que, moi, on peut pas vraiment chialer sur la gestion, je trouve, des effectifs en ce moment.
Il faut arrêter de s'attacher aux joueurs, là. Et, je veux dire, tous les joueurs dans une période de reconstruction sont des assets à échanger. À un moment donné, là, on l'aimait bien, là, Alexander Romanov, mais d'après moi, les partisans aiment beaucoup plus Kirby Dach, même s'il est tout le temps blessé. Fait que, c'est un autre exemple qu'à un moment donné, il ne faut pas trop s'attacher aux joueurs. Je pense que Sean Monahan, il ne faut pas trop s'attacher non plus. Là, on sort souvent l'argument du dans le pire des cas, on va l'échanger puis il va signer cet été. Il n'y a même pas 10 joueurs qui ont fait ça dans les dernières années, là, de partir de leur équipe à la date limite puis de signer l'été. Puis tu peux pas y Thomas reparler. Il y a des affaires qui Ouais. peuvent se passer, puis tu peux même pas y reparler avant le 1er juillet, là, tu sais. Fait qu'il y a des affaires en maudit qui peuvent se passer d'ici là. Parce que ça serait du maraudage si tu y reparles. Puis tu sais, Sean Monahan, il est pas fou, là. Faut... Kuzmenko, il a accepté de lever sa clause, fait que ça va sortir dans les prochaines minutes. Ouais, puis j'ai vu aussi Pierre Lebrun qui mentionne qu'il n'y a pas de prolongation de contrat négociée actuellement. Fait que, mais c'est ça, tu sais, pour Sean Monahan, si on conclut le sujet, c'est que faut pas s'attacher aux joueurs. Sean Monahan a rendu de fiers services. On a re-signé Monahan cette année pour une saison parce que l'année passée, le but était de faire grimper sa valeur puis de le rééchanger. Puis il a été blessé. On lui a redonné une autre chance. Il a saisi sa chance. Il livre de la bonne marchandise avec le Canadien. Donc, c'est l'occasion de capitaliser sur sa valeur parce que lui, là, cet été, c'est sa dernière occasion de signer un contrat décent en raison de son historique de blessure. Puis là, sa valeur est haute. Fait que, OK, on pourrait le signer 5 ans, 5 millions, là, mais Sean Monahan, là, après 2 ans de contrat, ça se peut qu'il ne serve plus à grand-chose, que ça fasse un genre de Christian Dvorak, que tu y cherches un peu une chaise dans l'alignement. Exact. Puis tu sais, le Canadien a essayé de faire ça aussi avec John Klingberg. Il était quand même proche de signer avec les Canadiens l'année passée pour jouer une saison avec l'équipe, pour se faire échanger après. En fin de compte, il a signé ailleurs. Mais c'est le genre de choses que si le CH fait, c'est-à-dire, venez ici, vous allez avoir de la place comme vétéran, vous allez produire avec les jeunes, vous allez jouer un rôle important pour l'équipe de passage. Puis si vous ne vous blessez pas, on va vous échanger à la date limite de transaction pour aider notre reconstruction à une équipe contender pour l'année prochaine, vous irez ailleurs. Tu sais, pour un joueur qui veut un bon salaire ou un salaire quand même acceptable, puis un environnement vraiment le fun pour lui, le fun, en tout cas, bref, on s'entend, là. Ben, je trouve que c'est quand même pas une tactique, mais une tactique intéressante puis vraiment bonne à long terme pour l'équipe. Ça a marché avec Monahan, puis que ça n'aurait pas plus mieux marché pour, pour le Canadien, le passage de Monahan avec eux autres. Là. Exact. Ouais, Donc voilà, dans notre cas, c'est Sean Monahan, on l'échange, puis considérant que Elias Lindholm, on y reviendra pendant l'épisode, mais considérant qu'Elias Lindholm a probablement coûté cher aux Canucks. Ouais, multi-assets, c'est involved, c'est ça que Dan Drager dit, puis including Kuzmenko. Fait que selon moi, ça a coûté un choix de première ronde pour prendre le salaire de Kuzmenko, puis un prospect de plus, probablement que les Flames donnent un joueur de formation, ou bien la Ligue américaine, whatever, un choix lointain. Là. Mais j'ai hâte de voir qui part avec. Peut-être Bruce Tevich. C'est ça qui est avec Vancouver. Ah, peut-être. Ça pourrait être lui. Ça se pourrait, il y a une bonne saison, ça pourrait être une valeur intéressante pour les Flames. Exact, puis avec Willander, ils n'ont pas vraiment besoin nécessairement de Bruce Tevich. C'est le fun. Une date limite de transaction live, d'après moi, ça serait le fun aussi. Il faut nourrir le site, c'est pas vraiment possible. Mais je pense qu'à vivre ça avec le monde Patreon éventuellement, ce serait quand même le fun. Ouais. Renaud Lavoie, il confirme, les noms échangés au Canucks. C'est juste ça qu'il dit. Primeur. Excusez tout. All right. On va passer au prochain sujet des membres Patreon. Les cibles potentielles pour le CH au repêchage. Puis on nous a clairement mentionné que c'était des cibles en offensive seulement. Donc les cibles potentielles pour le CH au repêchage en première ronde. Pascal, qui vois-tu atterrir autour possiblement quoi on va parler entre 6 et peut-être 9e rang dans ce coin-là? Ouais, c'est ça. Le minimum, selon moi, ça serait sans la loterie, mettons, là. Pré-loterie.
Le minimum, ça serait probablement 6. Puis maximum, mettons, je pense que 10 ou 9, ça serait quand même un bon guess si on veut. Mais tu sais, il y a quand même plusieurs options. Moi, je vois pas, mettons, comme les auditeurs, défenseurs comme Dickinson, Parek ou bien Lev Shunov, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai en tête. Boyum non plus. C'est vraiment plus de l'offensive. Numéro 1, mettons, là. C'est sûr que j'aimerais ça qu'Ivan Demidov drop jusqu'au 6 pour le Canadien. C'est sûr et certain que c'est ce que j'aimerais parce que c'est lui qui a le plus de star power. Est-ce qu'il va dropper jusque-là? Je ne penserais pas, sérieusement. Il n'y a pas toutes les rumeurs de son attitude avec comparativement à Mishkov, tout le contexte est un peu bizarre. Puis là, il joue dans MHL, puis il domine. Fait que, au moins, il joue. Puis il domine dans un contexte quand même favorable pour lui. Mais il y a Konstantinos aussi, qui serait intéressant. Mais je commence à... J'aime pas son retour. Dans le fond, son World Junior n'a pas été intéressant, je trouve. Il y a eu des bons flashs two-way, dans le fond, sur la glace. Mais en janvier, en ce moment, dans la Liga, ça va pas super bien pour lui. Je trouve qu'il ne crée pas grand-chose. Il n'y a pas le jump qu'il avait. Est-ce qu'il y a une blessure? Je ne sais pas. Fait que pas mal moins intéressant que je pensais, mettons, là, 1 ou 2 mois pour lui, même si je ne serais pas déçu qu'il sorte 9e. Là. Fait que pour moi, Tig Eginla devient de plus en plus une option intéressante. Ça, c'est sûr et certain. Il y a tout le profil professionnel que les Canadiens aiment. Il y a l'ADN. Il y a les mains, il y a le tir, il y a la vision. Il y a quand même un bon patin aussi, capable de jouer de finesse, capable de jouer en ligne droite. Il y a absolument tout ce que le Canadien aime et ce que les partisans aiment. Est-ce que Branson Nigar pourrait intéresser aussi? Peut-être qu'il va sortir un peu plus bas. Mais ça commence à mieux aller pour lui en janvier. Donc, s'il est capable de finir la saison sur la production qu'il a en ce moment, ça deviendrait intéressant. Berkeley Catton, moi, je ne suis pas un joueur que j'apprécie nécessairement beaucoup. Mais je vais te laisser des noms aussi. Je ne vais pas tous les dire. Ouais, ça, c'est dans tes habitudes, hein, de sortir 48 noms, puis après ça, il n'y a plus rien. C'est ça. Ouais, ben, j'ai tout le temps raison, dans le fond. C'est une joke. Mais c'est correct, je te mettrai pas de timer. Ouais, c'est ça, non, comme, comme Marty avec Snake à la radio, mais ils n'ont pas le choix à la Ah oui. radio. Là. Je l'ai fait à Ah, la c'est radio, clair. des fois, j'avais 2 minutes et demie pour parler d'un top 5 des Canadiens. C'est comme, tu me niaises, 2 minutes et demie, c'est quoi le rapport? Mais c'est ce qu'on fasse. Fait que ça serait Tig là. En ce moment, dans ce range-là, Tig là. Moi, c'est sûr que je regarde ma liste, j'ai quand même plusieurs défenseurs que je pense qu'ils vont descendre là. Mais tu sais, on parlait d'Ivan Demidov. Moi, je pense que s'il descend, contrairement à ce qu'on a entendu l'an dernier, on parlait souvent du facteur russe là, concernant Michkov. Puis tu sais, là, après ça, se sont ajoutées les rumeurs d'attitude, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une réalité différente entre Ivan Demidov et Matvei Michkov cette saison versus l'an passé. J'en parlais sur le site dans un texte, puis je trouvais ça plaisant à ramener. On en a parlé un petit peu avec Simon dans le dernier podcast. Puis après ça, je suis allé vérifier quelques articles là, au niveau des règles. Parce qu'il y a des nouvelles règles qui ont été implantées par le président Poutine en Russie. Ce que la KHL et évidemment le président souhaitent, c'est que les joueurs jouent de 4 à 5 saisons dans la KHL avant de penser à transférer. Il n'y a pas de. Il y a pas d'empêchement, il y a pas de. On force pas la main aux joueurs à rester dans la ligue, mais on voudrait quand même rétentionner les joueurs pendant 4 à 5 ans. Cela dit, la règle viserait les contrats qui vont se signer à partir en fait de cet été, l'été qui vient de passer, parce que c'est une annonce qui a comme passé euh, undercover un peu. Là. Ça n'a pas été dit pour le repêchage 2023, mais ça avait été officialisé en Russie peu avant le repêchage. Selon un article du Watch, c'est un média russe, mais les propos ont été repris par The Hockey News aussi. Donc, ce qui fait en sorte que Michkov n'était pas affecté par cette règle-là, parce que son contrat était déjà signé. Puis là, on prend la situation d'Ivan Demidov. Son contrat se termine en 2025, donc il est déjà sous contrat. Fait que s'il veut quitter la KHL,
Il pourra le faire à la fin de son contrat en 2025, mais s'il resigne un contrat, c'est là que je m'inquiéterais parce Ouais. qu'il devrait être soumis à cette règle-là en Russie. Euh, donc maintenant, ben, il faudrait comme s'assurer qu'il viendrait. Puis quand je regarde le traitement du SCA avec Demidov, puis c'est ça qu'on parlait avec Simon justement dans le dernier podcast. Tu sais, Demidov, il n'a pas été prêté à une autre équipe, il n'a pas été mis dans VHL, on l'a gardé dans la MHL. On n'a comme pas investi à court terme dans Demidov comme on a investi pour Michkov. Parce que Mhm. Michkov, on se doute bien que si c'était pas cette année, ça va être l'année prochaine ou l'autre saison qu'il va jouer avec le SCA. Tandis que Demidov, ça se peut que à la fin de la prochaine saison, il s'en aille. Fait que j'ai l'impression que le fait de ne pas investir à court terme dans Demidov en le faisant jouer ailleurs dans KHL ou dans la VHL me démontre qu'il y a des fortes chances que Demidov s'en vienne rapidement en Amérique du Nord, en fait. Mais écoutez, là, je veux vraiment prendre la peine de le dire. C'est un feeling en lien avec les mesures en Russie, puis avec le traitement, la gestion de Demidov du SCA présentement. J'ai pas d'informations privilégiées, je tiens à le dire, je veux pas être mal citérien. Avoir des informations privilégiées dans la Russie, faut être bien Faut le plugué faire. d'après moi. Ouais, puis Ou faut c'est être pas lourd. toujours bon signe. Non, C'est c'est pas ça. toujours bon signe. C'est pas tant. T'as-tu des problèmes? Fait que ce serait Demidov, tu sais, si évidemment le joueur descend. Bien évidemment, moi j'ai Michael Branson Nigard assez haut dans ma liste. Je pense pas que le CH le prendrait sixième ou huitième, quoi que je serais bien heureux puis je serais prêt à défendre ce choix-là. On l'a dit souvent dans les derniers podcasts, mais Consta Lenius a un profil vraiment typique canadien. Bon sur 200 pieds, s'implique physiquement, a une bonne attitude sur la patinoire et est capable de fournir de l'offensive. Fait que, ce serait vraiment un profil euh, vraiment typique canadien pour des cibles potentielles au repêchage. Yes. Puis il y a aussi Trevor Connolly aussi que j'ai pas nommé, mais fin top 10 peut-être. Milieu top J'ai 10, il l'impression est trop que risqué. Il est quand même risqué. Oui, c'est un gars intéressant, il est talentueux, mais il y a des risques par rapport à lui. c'est que on peut quand même lire qu'il y a des recruteurs qui sont encore inquiets par Ouais. rapport à l'attitude. Puis généralement, quand quelqu'un est inquiet, quand quelqu'un est inquiet, c'est un gars des Canadiens. C'est clair que les Canadiens sont impliqués dans cette inquiétude-là. Fait que je pense pas qu'il va être un choix top 10 pour le Canadien. Puis, l'an passé, les questions d'attitude de Michkov l'aura fait baisser. Il y avait des intervenants qui disaient que c'était pas vrai. Il y avait des intervenants qui disaient que c'était vrai. Conley, ça a été un peu prouvé là, qu'il y a eu des. Un peu, il a fait certains gestes à caractère raciste là, étant Ouais. plus jeune. Ouais. On l'a expliqué dans le podcast. C'est un jeune qui a fait du bénévolat dans des communautés juives, puis qui a fait vraiment de la réhabilitation puis de la sensibilisation par rapport aux gestes qu'il avait fait. Euh, mais malgré tout, il y a des recruteurs qui sont inquiets. Fait que je pense que on connaît un peu le CH là, depuis la nouvelle organisation, depuis l'histoire Maillot. Je pense que tout simplement, on va pencher vers un autre Mm. profil. Ce Mais sera ça. Là. il y a quelque chose que j'ai remarqué, Connolly, c'est peut-être juste un addon. J'écoutais des matchs dernièrement de lui pour faire son profil que j'ai publié sur la plateforme. Et il y a eu au moins 3 buts quand il jouait pour c'est-tu au Five Nations ou bien c'est. En tout cas, dernièrement pour les États-Unis. Il a- Ça arrivait 3 fois qu'il avait fait un but, puis il a regardé directement à la caméra dans les estrades. On aurait dit que il faisait comme une face. Mon texte de blessure, justement, parce qu'il s'est blessé hier. C'est exactement la face qu'il fait. Il fait son but, il va célébrer avec ses coéquipiers dans le coin de la glace, puis tout le long, il regarde la caméra comme s'il la fixait, comme genre. Fait que je sais pas si c'était prévu, genre, il a vraiment checké était où la caméra pour le regarder après son but. J'étais comme, yeah, il est quand même, c'est quand même drôle de voir ça. C'est qui regarde dans les estrades où que la caméra est pour genre faire un drop de mic, j'ai scoré. Fait que non, ça fait bien rire, tu sais.
j'apprécie ce genre de joueur de hockey-là, mais pour une équipe dans le top 10, c'est ça. On va faire quelques questions des Patreons. Là. On en a 2 qui sont rentrés. On Oui, a vas-y. Danny qui demande. Puis là, ça n'a pas rapport avec. Ben, ça pourrait avoir rapport quand même avec des cibles potentielles. C'est un joueur qu'on n'a pas nécessairement parlé pour l'instant, mais qui pourrait peut-être descendre jusqu'au 8e rang. J'ai nommé Berkeley Catton. Ouais. Il y a Danny qui nous demande quel est selon vous le plancher et plafond offensif de Berkeley Catton. Je pense que ça peut être un gars de 70 points dans la ligue si vraiment il se développe comme il faut, mais tu sais, il est quand même responsable, mais il est un peu égoïste avec la rondelle. Des fois, il a la même façon d'attaquer la zone offensive. Tu sais, c'est une meilleure version de Ryder Ritchie, mettons. Là. Puis, je sais pas, j'accroche pas encore sur ce gars-là pour la Ligue nationale de hockey. Oui, son gabarit, mais j'ai l'impression qu'il fonctionne vraiment bien dans le junior, mais peut-être plus tard, ça va être plus difficile. Mais est-ce qu'il va tomber mon top 10? Non. Je pense pas qu'il va sortir de mon top 10 parce que son potentiel est vraiment intéressant. Comme je dis, 70 points. Tu repêches pas ça généralement au 25e rang ou bien au 18e rang. Tu repêches ça dans le top 10. Donc, surtout le fait qu'il est bon en défensive, c'est ce qui m'intéresse. Mais tu sais, il a 169 livres, 5 et 11. Donc, tu sais, ce genre de joueur-là, chez les Canadiens, il y en a pas mal. Mais si vraiment tu vises, tu sais, mettons tout Elenius est sorti, si Kaden Lindstrom est sorti, tu t'enlèves les défenseurs, Cole Eiserman est là, puis il est sorti aussi, c'est comme, ben, c'est sûr que Catton est quand même assez haut sur la liste de joueurs offensifs qui est intéressant. Mais j'irais plus avec d'autres joueurs que lui, personnellement, en ce moment, puis ça va refléter dans ma liste de mid. Ouais, Catton, je pense qu'on peut aspirer à un plafond offensif quand même assez haut par sa façon de mener le jeu, par son explosivité, sa créativité. Ouais. On peut même projeter à peut-être un 80 points peut-être dans la Ligue nationale, mais c'est C'est dans gros la 80 façon. points, là. C'est beaucoup, mais tu sais, dans la façon dont il joue, moi je pense que de l'atteindre, ce plafond-là, j'ai encore certains doutes. Tu sais, je me questionne encore sur justement sa capacité à jouer dans un hockey plus physique et plus restreint en espace. Fait que, c'est ça, je suis pas encore statué sur où se trouve Catton entre son plafond et son plancher. Là. Je pense que son plancher, il n'est pas si bas que ça non plus. Là. On parle pas d'un gars qui fera pas la NHL à 80 points. Là. Mais c'est ça. Je pense que je suis encore à me demander si justement c'est un excellent joueur élite dans le junior, mais dont la façon dont il joue, est-ce que ça va se transposer dans la Ligue nationale? C'est peut-être qu'on aura la réponse au mines, mais Puis il y a c'est ça. quand même plusieurs joueurs qui, dans leur équipe en ce moment, ils sont tout seuls. Trevor Ouais. Connolly en est un. Lui en est un aussi. Qui, offensivement parlant, il n'y a personne qui est capable de suivre nécessairement. Il y en a qui sont quand même corrects, mais il n'y a personne qui est capable de nécessairement faire ce qu'ils font, mais surtout les suivre. Fait que ça, peut-être que ça influence ma façon de le voir. C'est sûr que si je pouvais y parler, parler à l'entraîneur, tout ça, ça aiderait. Je suis pas un scout, fait que c'est pas ça c'est pas ma job, mais c'est pas ça ma façon de faire, parce que je peux pas vraiment le faire. Mais c'est pas mal sûr que ça influence mon analyse parce que ce que je vois, c'est quelqu'un qui travaille souvent tout seul pour créer son offensive. Alors que peut-être dans une meilleure équipe, comme au Linka, ben, ça fonctionnait plus en groupe, mettons. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il ne droppe pas beaucoup sur ma liste, mais que j'ai quand même des doutes. Tristan va faire partie du deal, du deal pour Ouais. avec Lindholm. Moi, j'ai vu, mais sur un deal séparé, là. Ouais, peut-être Je sais pas. séparé. C'est Cam Robinson qui dit ça, là, on verra. Là. Non, c'est ça. Non, c'est Jagger. Euh, Excuse. ouais, Drager l'a Ah, amené tout à l'heure. ouais. Alright. On avait aussi une question de Guillaume Villeneuve qui nous demandait qui est le prospect le plus misread, dans le sens quel prospect est peut-être
mal évalué ou la lecture est peut-être un petit peu plus est peut-être erronée selon notre opinion. Je pense que c'est un peu ça que Ouais. Guillaume veut dire. Euh, Lequel, selon toi, Pascal? Euh, donc, je regarde une liste de prospects. Écoute, je pense pas qu'il misread Parek, mais j'ai de la misère à mettre dans le top 10, voire top 5. Là. Il y a tellement des lacunes. Puis, tu sais, oui, il est intéressant en offensive, mais dès qu'il y a de la pression, il n'est pas nécessairement capable d'utiliser sa mobilité pour se sortir du trouble. Ça s'apprend. Oui, c'est correct. Mais il n'a pas encore les instincts pour faire ça, puis ça m'énerve. C'est sûr qu'il va augmenter dans ma liste par rapport à ma liste préliminaire. C'est sûr qu'au mid, il va être un peu plus haut parce qu'il il y a une saison record offensivement. Il domine solide. Là, mais j'ai l'impression que ça va être quand même difficile pour lui d'être vraiment un top 3 dans une équipe. Top 4, pas vraiment de problème, c'est pour ça qu'il va augmenter. Les top 3, top 2 comme défenseur dans une équipe, j'ai de la misère encore à voir ça. Comparativement à Ziv Boyum, que j'ai un peu moins de misère, mais Boyum n'excelle pas assez dans une catégorie pour vraiment que je le vois dans un top 3. Fait que c'est des gars de milieu de première ronde pour moi. Mais si vraiment, mettons, je regarde la première ronde de McKenzie, là, puis que je vois un joueur que je trouve trop haut, même s'il est bas, c'est Charlie Lick, au 28e rang. Je ne comprends pas. Il a le gabarit, il bouge bien, capable de contrôler la rondelle, il est physique, mais il n'y a tellement pas d'équilibre. Il est tellement chambranlant dans ses décisions. Toutes ses relances, ça ne fonctionne pas. Il se fait battre par n'importe qui, il se fait contourner, il est tout le temps perdu, il a le bouton panique tout le temps sur on. Il faudrait qu'il y ait un bouton de sûreté pour lui, pour une fois de temps en temps, qui se calme. Je vois le potentiel, mais le prendre en première ronde, pour l'instant, pour moi, écoute, c'est risqué en maudit. Là, 6 pieds 3, c'est bien beau, 200 livres, là, mais pour moi, c'est sûr que je ne le prends pas en première ronde. Euh, J'aurais dit Zane Parek. J'avais un autre nom en tête et je vous le partage. Tanner Howell. On entend très peu parler de Tanner Hall cette année. Moi, je me demande pourquoi. À chaque fois que je regarde ce gars-là, j'aime sa hargne, j'aime son potentiel offensif. Chaque fois qu'il y a une liste qui sort, il est jamais dans le top 20. Oui, dans ma liste, il va assurément baisser. Puis c'est pas parce que j'aime moins le joueur, c'est parce que j'ai ajouté des visionnements à d'autres. Puis j'ai certains joueurs qui vont monter. Mais je comprends pas. Tu sais, Tanner Howe, il est tout seul à Regina. Il a été un peu accompagné par Connor Bedard l'année passée. Oui, il a produit beaucoup avec Connor Bedard, mais je trouve que cette année, il est capable de traîner l'offensive sur ses épaules. L'année passée, on pouvait peut-être dire qu'il dépendait de Bedard, mais cette année, il dépend de personne. Il Il dépend de dépendait pas Tanner Howe. vraiment. C'est juste qu'il joue dans la même équipe. Maintenant, c'est sûr que Ah, c'est c'est ça. lui Mais qui dirige c'était. le jeu. C'est Bédard, c'est ça le jeu. C'est ça le plan de match. OK, pas le choix maintenant. C'était. C'était vraiment l'association qu'on faisait. La présence de Bedard, Tanner Hall, il produit, hey, il va être top 10 l'année prochaine. T'sais. Puis là, cette année, il n'est même pas top 20. T'sais. Fait que Mm. je pense que c'est peut-être un des joueurs qu'on a un petit peu plus de misère à évaluer parce que les attentes étaient hautes en fonction de l'année passée. Puis j'ai l'impression que cette année, il répond pas aux attentes imposées l'an dernier. Mais c'est parce qu'il faut contextualiser aussi que quand tu perds Connor Bedard, ça aide pas. Mais je trouve que généralement, moi, à toutes les fois que je la regarde jouer, je trouve que c'est un leader dans cette équipe-là. Il traîne l'offensive sur ses épaules, puis je trouve qu'il s'en va d'un coin. Je trouve qu'il travaille bien en général, mais Oh, oui, c'est un gars hyper responsable. Le problème, c'est le gabarit, mais il est quand même fort. ouais. Le patin, qui est un peu problématique. Puis le plus gros, je crois, qui est dérangeant, c'est la montée de plein d'autres espoirs. C'est de Andrew Basha, de Boisvert un peu selon certains, mais tu as Branson Nygaard, tu as Seneca, tu as Chernyshov qui demeure haut, tu as Greentree, tu as Higinla. Fait que tu sais, c'est Boyum, tu as plein de joueurs qui peut-être étaient vus en bas de lui ou pas loin de lui, tu as Yakim Shock, qui en fin de compte, ils l'ont dépassé, fait en sorte qu'il baisse, même Parek aussi. Fait que selon moi, c'est ça qui fait en sorte qu'on le voit un peu plus bas, mais tu sais,
au junior, probablement que je prends Tanner Hall pour gagner une game avant pas mal de ces joueurs-là, aujourd'hui. Mais dans 2 ans, peut-être pas, tu sais. Sauf si, mettons, s'il prend un pouce et demi de plus, c'est sûr, c'est intéressant. Mais tu sais, à 5 et 10, mettons, il est 5 et... Pardon, Tanner Hall, il est 5 et 9, 3 quarts. 3 quarts est très important. C'est à 5 et 10, et demi, 5 et 11. C'est sûr qu'il est dans le top 20 tout le monde. Mais là, en ce moment, le, le- l'aspect facile pour lui de descendre, c'est il est petit, puis c'est à cause de Bédard. On dirait que l'analyse s'arrête souvent à ça. Puis je pense que tu as raison. Mais j'essaie de jouer l'avocat du diable. Moi, je l'ai top 20. Je l'ai 20e dans ma liste préliminaire. Il est dans le 20 de personnes. En dehors de tes CLH Espoir, je sais ce que tu voulais dire. Mais tu sais, est-ce qu'il va bouger beaucoup? Je ne penserais pas parce que je respecte beaucoup son talent. Mais je pense que ce qui a fait qu'il descendre, c'est ça. C'est la montée d'autres. Ouais, je l'avais septième, moi, au prélim, puis tu sais, je pense qu'avec la montée de certains joueurs, je pense qu'il va être exclu de mon top 10, mais il va rester assurément entre 10 et 20 là, Ouais. pour le mid, assurément. Ouais, c'est pour ton équipe, il est vraiment un bon, pas un MVP, mais il est très, très, très important pour son équipe. Ça serait ça dans beaucoup d'équipes, d'après moi. Confirmation d'Elliott Friedman. Hunter Brustevich fait partie de la transaction. Tu as bien vu, Pascal. Très bien vu. Euh, Fait que sur ça, je vais t'envoyer une question, puis je vais aller mettre à jour ma manchette, surtout sur lehockey.com. Nice. C'est Guillaume Villeneuve qui nous demande dans le chat de Patreon. La QV 2024 se classe où selon nous par rapport aux QV des 5 dernières années? Là, c'est sûr qu'on n'a pas fait une étude de marché au complet, mais notre feeling par rapport aux dernières QV, moi je vais me limiter peut-être à, j'ai scouté à partir de 2021, un petit peu 2020, là, fait que je vais me limiter à ce que je sais. Mais selon toi, Pascal, en termes de qualité générale du draft, la QV 2024 se classerait où? Bonjour, Guillaume. J'espère que tu vas bien en ce moment. Je vais essayer d'étirer ça le plus possible pour te permettre de mettre la manchette. Écoute, 2020, Lafrenière, Byfield, Studsley. 2021, écoute, j'ai pas. C'est Power 2021. J'ai un blanc. Bref, 2022, Slavkovski. 2023, Bédard. C'est sûr que le draft de cette année, le top est peut-être moins intéressant que 2023. Mais je trouve quand même que la drop de talent vient plus tard que 2023, mettons. 2023, ça venait à 7, 6, 9, là, 7, 6, 9, fin 10e, autour de 8, là, il y a comme une bonne drop de talent, surtout si tu comprends, si tu considères que Rinbacker a été pris top 5 par les Canadiens de Montréal, le drop, il vient top 5. Mais mettons, à partir de Mishkov, il y a quand même une drop de talent là, dans le repêchage. Cette année, la drop est comme plus. La pente est plus douce pour la baisse de talent. C'est sûr que Celebrity est en haut tout le monde. Après ça, tu as comme 5-6 joueurs qui sont quand même dans le tiers semblable. Tu as une petite drop après. Mais la vraie drop de talent, mettons, écoute, moi, je la vois vers le 20e rang. Puis après ça, jusqu'au 45-50, ça demeure quand même des bons choix que je trouve meilleurs qu'un 20 à 40 de l'année passée. Si je compare à 2022, je trouve que le draft de cette année est meilleur. 2020, je comparerais, mettons, 2023 puis 2020. 2023 serait, mettons, dans le haut parce que le top est trop élite, mettons, pour que je le mette de côté. Mais ça serait comparable à 2021 puis 2020, qui, je crois, est sous-estimé par plusieurs, surtout 2021. Mais je mettrais probablement 2023, 2021, 2024. Vraiment proche. Après ça, probablement 2022 puis 2020, pas loin. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de joueurs intéressants. Sérieusement, cette année, c'est vrai, on dit probablement tous les années, là, c'est vraiment le fun de scouter. Il y a des fois, tu sais, on a eu des maladies dans nos familles qui ont fait en sorte qu'on a eu des petites pauses parce qu'on n'avait pas le choix. Mais il n'y a pas un joueur que
je suis tanné de regarder ou ben genre que ça me tente pas d'écouter. Non, cette année, il y a vraiment c'est une belle cuvée qui est très riche puis il y a beaucoup de joueurs rugueux. Vraiment beaucoup de joueurs rugueux dans le top du repêchage, dans les 30 premiers. Puis on le sait, au TSLH, on aime ça, les joueurs rugueux. Fait que j'ai quand même un bon sentiment par rapport à cette cuvée-là, qui n'est pas nécessairement la plus explosive, mais j'aime la profondeur. Personnellement, je la trouve moins bonne que l'an dernier, surtout dans le haut du repêchage. Euh, Par rapport à 2022, je pense que ça peut être quand même semblable à l'année 2022, à mes yeux. Euh, mais c'est ça, comparatif. C'est parce que cette année, il n'y a pas de joueur. Je trouve qu'il n'y a pas de joueur générationnel. Macklin Celebrini, c'est pas un joueur générationnel. Connor Bedard en est un. Fait que déjà en partant, je pense qu'on peut donner 2023 un petit peu plus. Ouais. 2022, avec les Shane Wright, Mishka. Ouais, Shane Wright. Là, je suis mêlé parce que je fais 8 affaires en même temps. Puis c'est ça. Fait que, Prends-toi une petite affaire de concerta. Là. Ok, ouais, c'est ça. L'année de Slav et tout ça, je pense que ça peut quand même s'apparenter un petit peu cette année. Mais j'aime bien, oui, effectivement, la profondeur. Puis c'est plus un repêchage de défenseurs cette année. Il y a plus de défenseurs de qualité aussi. Fait que Ça fait différent. C'est ça qui est le fun c'est ça. aussi. C'est ce qui rend la donne différente. Moi, ce que j'aime moins un peu de la classe 2024, c'est que l'année passée, j'ai aimé la cohorte des gardiens de but, vraiment. Là. Oui, ça c'est vrai. J'ai découvert plusieurs prospects intéressants dans le filet. Puis cette année, je commence à prendre des noms là, pour les observer. Puis tranquillement, pas vite, dans CHL, je cible des joueurs que je veux regarder qui jouent contre des équipes qui a des gardiens que je veux regarder. Fait que ça me fait des matchs complets, assez complets, c'est le cas de le dire. Parce que j'ai plusieurs espoirs à regarder. Comme aujourd'hui, j'ai regardé Greyhounds de Sault Ste. Marie. Puis c'était London Miller qui gaulait. Puis tu sais, j'ai bien aimé son profil, honnêtement. J'ai hâte de le re-regarder. Mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'est une cohorte de gardiens de but fort intéressant. Tu sais, je pense que le meilleur gardien risque de sortir en troisième ronde, peut-être. Ouais. Tu sais, fait que, Ben, l'année à passée moins aussi, que, tu sais, mais tu sais, ouais, mais l'année passée, il y avait Adam Gayan qui est sorti je deuxième. parle Fowler. Ouais. C'est en troisième Ouais, ronde, ouais. mais, Non, non, je sais, puis on se souviendra que c'était le numéro un dans mon top 10 des gardiens, il brag. était numéro 2 Mais, dans mon top 32 après de mais, Augustine. Mais mais tu c'est sais, ça. c'est ça, l'année passée, mettons, il y avait des gardiens, tu sais, il y a beaucoup de gardiens qui sont sortis en deuxième ronde, puis cette année, on dirait que je vois pas vraiment ça. Mais tu sais, je peux me Ouais. tromper, là, j'ai pas encore beaucoup de visionnement pour les gardiens de but. Puis tu sais, les années d'avant, on avait des cohortes avec Wallstead, Cossa. Là, il n'y a pas de Wallstead, il n'y a pas de Cossa cette année. Il n'y a pas vraiment d'Augustine ni Fowler. Il y avait un bon potentiel, mais ça reste que c'est quand même un gars qui est sorti en troisième ronde. Là. Fait que, Trade complet sorti. vas-y donc, on va l'annoncer tant qu'à ça. Tabarnouche, OK. C'est Kuzmenko, Hunter Brustovich, Yoni Yurmo, un premier pick, puis un conditional fourth contre OK? Lindholm. Puis probablement que Tanev, ça s'en vient après, parce que comme tu disais, c'était deux trades séparés. Brustovich, tout le monde, là, je vais parler un peu justement des joueurs du trade, ça va te permettre d'écrire un peu. Brustovich, vous Ouais. connaissez un peu, c'est un défenseur de Kitchener dans la OHL. C'est un gars qu'on appréciait quand même avant l'année de son repêchage. L'année de son repêchage, on s'est rendu compte un peu de ses limites offensivement. Puis cette année, il y a genre 61 assists. Donc, je pense que son profil en ce moment est intéressant, mais pas nécessairement représentatif. Sa production n'est pas nécessairement représentative de ce qui va se passer dans le national de hockey, mais c'est vraiment un bon guess pour Calgary d'aller chercher ce gars-là pour Lindholm. Yoni Yurmo, je crois qu'il a été repêché en 2020, si je me souviens bien, ou en 2021. Aussi un défenseur. Comme on peut voir, Calgary ne repêche jamais des défenseurs en première ronde, mais ils vont quand même aller chercher des défenseurs dans leur trade. C'était un gars en Liga
qui était assez complet, un bon patin, si je me souviens bien. Écoute, ça fait longtemps que j'ai fait ce profil-là. J'ai pas nécessairement regardé beaucoup sa progression depuis ce temps-là. Mais de ce que je me souviens, c'était un gars assez complet qui prenait des bonnes décisions dans les gars et dans la Ligue junior en Finlande. Le premier pick, écoute, on verra ça va être quoi. Mais le premier pick va être intéressant. Ça va être un choix de fin de première ronde. Là, mais euh, est-ce que Vancouver va aller loin en série? Moi, je ne crois pas en cette équipe-là nécessairement en série. Ça pourrait arriver parce qu'ils ont vraiment une bonne saison. Mais j'y crois pas nécessairement. Tanev va probablement aider pas mal en série. On verra bien. Là, mais personnellement, je trouve que c'est vraiment un échange solide. Est-ce qu'ils ont surpayé? Non. Parce que ils se débarrassent du salaire de Kuzmenko. Ils échangent Hunter Bustervis et non pas Willander ou d'autres espoirs qu'on pouvait avoir plus confiance en eux autres. Il y en a Urmo. S'il réussit à faire la nationale de hockey, ça va être sur une troisième paire, puis un premier choix de fin de première ronde. On ne sait jamais ce que ça va donner. Donc, pour un choix de location, pour un joueur de location de la trempe de Lindholm, c'est intéressant. À cette heure, qu'est-ce que vaut Sean Monahan? Je pense que Monahan pourrait valoir un choix de première ronde avec un espoir de haute qualité parce que son contrat est vraiment, vraiment nice pour une équipe. Ouais, je regarde le prix payé pour Lindholm, c'est cher, considérant surtout qu'il n'y a pas de prolongation de contrat Ouais. présentement qui vient avec la transaction. On va avoir Fait que ça va être l'exclusivité, par exemple. Ouais, ça va être intéressant de voir le prix de Monahan. Je suis d'accord avec toi, choix de première ronde, puis un excellent espoir proche de la NHL. Fait que je reviens à la charge avec ce que je mentionnais tout à l'heure. Je pense que Colorado pourrait assurément offrir Kovalenko et un choix de première ronde, puis peut-être même un joueur de la Ligue américaine qui est proche aussi. On peut-tu mettre un Olofsson et Kovalenko plus un choix de première ronde? On le sait pas, là. Mais ça rend le tout assez intéressant pour Kent Hughes parce que là, tu as le principal joueur de centre du marché qui quitte le marché des joueurs disponibles. Fait que là, je pense que les équipes, comme on disait au début de l'épisode, vont se tourner vers Sean Monahan. Fait que personnellement, il n'y a pas de raison qui peuvent expliquer que tu n'échanges pas Sean Monahan avec le prix que Elias Lindholm a payé. Exact. Pascal, on va embarquer sur un autre sujet, un sujet un petit peu plus léger avant de terminer avec notre dernier sujet qu'on a préparé en fonction des questions des Patreons. C'est un sujet qui nous a été amené dans les commentaires, puis j'aime bien ça. On va faire le lien entre la transaction et le prochain sujet. Qu'est-ce qui nous a amené à scouter? C'est qui notre joueur préféré depuis qu'on suit les espoirs? Écoute, tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Quand j'étais tout petit, j'ai toujours suivi, mettons, les forums de hockey, participé à ça. Dans le temps de CHFans, tricolore.ca, j'étais pas mal sur HFboard aussi, mais j'écrivais pas beaucoup sur HFboard. Après ça, il y a eu le site le partisan investière.ca. Mais à la base, je participais à beaucoup de ligues simulées avant l'ère WebSim hockey. J'étais sur des forums avec EHM, qui est un simulateur, et il fallait construire les rosters. Et moi, j'étais une personne qui construisait les rosters pour plusieurs ligues, pour plusieurs personnes, pour ce logiciel-là. Puis une des choses que je faisais, une des particularités que je faisais, c'est que j'estimais un peu les potentiels des joueurs. Je ne pouvais pas les regarder jouer, c'est les milieu des années 2000. Puis moi, je suis né en 88, fait que je n'étais pas si vieux que ça. Fait que avec les rapports, avec ce que je lisais sur Internet, j'étais capable quand même de construire. Fait que j'ai commencé à m'intéresser vraiment beaucoup aux espoirs dans les années 2000. J'ai fait un bac, une maîtrise, fait que j'étais un peu de côté. Puis je me suis réintéressé à ça au repêchage de Galchenyuk, pas mal. Mais en 2016, j'ai perdu Internet parce que j'étais resté dans le fond de Jonquière-Nord. Il n'y avait pas Internet. Puis je l'ai revu en 2019. Puis en 2019, en juillet, quand j'ai eu ma maison et tout, j'ai recommencé à regarder beaucoup de hockey. Je me suis trouvé des personnes avec qui partager
des abonnements. Et certains serveurs aussi plus ou moins hot pour avoir des vidéos, probablement qui venaient d'Instat. Fait que ça m'a permis vraiment d'avoir une vision globale des repêchages, surtout 2020. C'est là que j'ai commencé à écrire des textes sur ma page Facebook de Sous le radar. Et c'est là que Matt est venu me chercher pour écrire pour toutsurlehockey.com, que je connaissais quand même comme site, surtout à cause de la date limite de transaction de la saison d'avant, puis pas du repêchage, mais des agents libres, parce que c'était une page qui allait plus vite que tout le monde. Je veux pas, c'était ça pareil. Yes. À cause de la page spéciale sur la page de couverture, bref. Fait que je connaissais quand même le site. Puis depuis ce temps-là, j'ai écrit sur le repêchage. Puis depuis 2020 que je suis vraiment dans le scouting, que j'écoute moi-même les matchs, parce qu'avant ça, avant 2019, enfin, avant le repêchage 2020, donc j'ai commencé à scouter en 2019. C'était plus des lectures sur Internet puis des vidéos de highlights. Fait que je considère pas ça comme du scouting, mettons. C'est Marco Gasper. C'est vraiment cet espoir-là qui représente ce que j'adore chez un joueur de hockey. Puis mon joueur préféré dans le national de hockey, c'est TJ Oshie. Okay. Puis écoute, ils ne se ressemblent pas nécessairement beaucoup, mais c'est deux joueurs qui vont dans les coins, qui sont bons en défensif, qui ont un bon shot, qui sont bons en échec avant. Fait que, c'est ce profil-là de rugueux que j'apprécie. Puis je pense que ça transparaît quand même beaucoup dans le guide, dans mes écrits, dans mes paroles, dans le podcast et tout. Donc, je pense que ça serait vraiment ce joueur-là que je dirais comme mon joueur préféré depuis que je fais ce que je fais là. Ce qui m'a amené à scouter, en fait, c'est un peu l'avènement, l'aboutissement du TSLH Espoir. Faut comprendre que sur le site, je suis non seulement un rédacteur, mais je pourrais aussi me donner le titre de Malade mental? J'allais faire une joke sur le fondateur, mais non, c'est pas moi qui ai bâti le club, là, mais le club. C'est moi le fondateur. Arrête, c'est moi. C'est pour ceux qui ont suivi JC l'année passée, mes chroniques avec lui, vous comprendrez qu'il m'appelait le fondateur de TSLH. J'ai dit, ouais, tabarnouche. Non, c'est ça, je suis propriétaire du site, fait que j'ai toute la gestion aussi de la plateforme, j'ai la gestion des rédacteurs, il faut que je couvre l'actualité quand que les rédacteurs sortent pas d'actualité. J'aime écrire. Initialement, on a commencé le podcast, puis je réécoutais les premiers épisodes, puis je parlais vraiment mal. Je n'étais pas habitué de m'exprimer non plus, d'exprimer mes opinions et tout de façon verbale. Non, tu te sous-estimes. Ah, j'étais pourri, là. En privé, j'ai peut-être ri un peu de ton accent. On va regarder du hors-couille. Mais j'en ai un aussi. Je parlais comme un ado de 13 ans. Tu sais. Ouais, moi, je parle encore mal. Fait que, au moins, tu t'es amélioré, pas moi. Fait que... Mais tu sais, c'est ça, j'ai toujours préféré l'écriture. Je me suis développé là-dedans. Puis quand Pascal et Larchie, Max Larouche, qui s'est joint à notre équipe, les boys, ils aimaient parler d'espoir. Moi, j'ai embarqué là-dedans. Pour le repêchage 2020, j'ai regardé quelques matchs parce qu'on commençait à avoir Instat. Le repêchage a été en octobre 2020. On a eu la plateforme en juillet, je pense. Fait que ça nous a quand même donné... Ça nous a permis d'ajouter des visionnements pas mal. C'est ça, fait que j'ai embarqué un peu là-dedans, mais tu sais, pas de là à faire une liste, mais vraiment pour le repêchage 2021, c'est là que j'ai commencé à suivre les gars. Fait que c'est pour ça que je dis souvent dans les podcasts, les visionnements, j'en ai toujours moins que les autres. C'est sûr que pour moi, c'est un peu un complexe si on veut, mais il faut comprendre que j'ai tout aussi la gestion du site. Puis souvent, sur le site, les rédacteurs sont jamais obligés d'écrire, mais moi, je vais m'obliger à écrire quand il faut mettre du contenu sur le site et tout. Vous rendez pas compte à quel point Matt a de la pression. Se met de la pression. Ah oui, je m'en mets pas mal. Tout ce qu'il fait avec sa vie familiale aussi, il y a une job aussi en dehors de ça, t'sais. Fait que non, il fait tout qu'un travail. Fait que on va passer 20 minutes à te licher à arrêt, Matt. Ouais, c'est ça. Très bon, tu t'es amélioré beaucoup. Ça va être correct. J'ai pas besoin de ça. Non, de toute façon, même si tu fais ça, je vais m'en mettre pareil, là, de la pression. Ouais. Mais tout ça pour aussi,
Oh, ben oui, ben oui. Tu sais, j'ai Un j'ai fait du athlète. sport de compétition dans tout. Fait que, tu sais, j'ai grandi dans le baseball, dans la compétition. Fait que la pression, je m'en nourris, là, mais c'est ça. Fait que c'est tout ça qui a amené à l'aboutissement de ça. Puis le joueur préféré depuis que je suis ça, moi, personnellement, j'en aurais peut-être deux, là, mais je vais me limiter à un seul, Matthew Beniers. Moi, c'est vraiment le joueur que j'ai vraiment trippé à suivre. Puis pourtant, je ne l'ai pas mis premier sur ma liste. C'est peut-être quelque chose que je regrette aujourd'hui, d'avoir peut-être. Je sais pas si c'est par manque d'expérience, manque de guts, peut-être, tu sais, de ne pas avoir tassé Owen Power du numéro un puis de mettre Beniers. C'est peut-être, tu sais, rendu là, c'est pas plus grave que ça. Là. Beniers, je l'avais deux pareil. Mais, euh, mais c'est ça, moi, Matthew Beniers, c'est vraiment un peu comme tu disais avec Marco Casper. Tu sais, c'est vraiment le type de joueur qui m'a fait triper au niveau de l'implication, au niveau de l'apport offensif, comment il joue, comment il est intelligent sur la patinoire. Fait que c'est ça, c'est vraiment Matthew Beniers, le joueur que je ciblerais. Euh, pour faire du pouce un peu sur la question, il y a Danny qui nous demande, puis on va y répondre vite parce que le prochain sujet, je le trouve vraiment trippant, puis on l'a préparé, fait que j'ai quand même hâte de closer avec ça. Euh, mais Danny nous demande dans les commentaires Patreon quel a été le joueur repêché le plus bas et que vous aviez très haut dans votre liste. Votre meilleur coup comme scout, comme observateur d'espoir. Comme observateur Euh, passionné d'espoir. Moi, je vais répondre en premier, puis tu sais, je n'en démords pas. Le pire, c'est que Danny, je pensais à ça aujourd'hui en écoutant l'excellent podcast La Relève qui parlait des espoirs du CH. Euh, Moi, c'est Jacob Fowler, ma plus grosse fierté présentement, parce que oui, je l'avais en fin de première ronde dans mon top 32 général, mais ça reste que c'est quand même le premier gardien que j'ai classé sur les 17 que j'ai regardé l'année passée. C'était le numéro un. Puis quand le CH l'a repêché en troisième ronde, j'ai vraiment sauté de ma chaise dans mon bureau. Honnêtement, j'étais tellement content. Puis Ouais, j'ai par la reçu un suite, bon wouh! ouais, puis ça s'est enchaîné parce que par la suite, t'as Martin Lapointe du CH, le directeur de recrutement du CH, qui a mentionné que Jacob Fowler était le premier gardien sur la liste. Après ça, tu regardes la vidéo dans les coulisses du repêchage du CH. Puis, tu sais, le nom m'échappe, mais le recruteur du Canadien qui se battait pour repêcher Jacob Fowler. Fait que, tu sais, c'est vraiment un joueur, moi, que, tu sais, j'espère vraiment qu'il va se rendre au plafond estimé, soit d'atteindre la Ligue nationale, d'être un gardien régulier dans la Ligue nationale. Mais tu sais, juste présentement, le fait qu'il se développe bien, mais surtout le fait qu'il a été repêché bas, que je l'avais haut dans ma liste, que c'était le premier gardien sur ma liste, puis que ça a été confirmé que le CH avait ça aussi, c'est une petite fierté. On fait pas ça pour ça, Non. mais ça reste quand même une belle fierté de mon côté. Non, tu sais, moi, personnellement, ce que je fais, pourquoi je fais ce que je fais, c'est vraiment pour partager ma passion, tu sais. Si j'ai raison, tant mieux, mais vous me verrez pas faire de l'autopromotion non-stop sur un gars que j'avais, comme en 2021, que j'avais 16e, qui est sorti fin deuxième ronde, ou milieu deuxième ronde, puis que bon, le monde regrette un peu que le Canadien n'ait pas pris à la place de Logan Mailloux, qui est Matthew Nice. Mhm. Très tôt en saison, en tout cas, je pense que c'était au mid, à partir de janvier ou de février, j'étais comme, tiens, ce gars-là, j'apprécie très fortement cet espoir qui est Matthew Nice. Je le voyais dans le national de hockey, pas comme un gars de premier trio, mais un parfait complément à n'importe quel duo, tu sais. Puis c'est exactement ça qu'il fait en ce moment à Toronto. Il produit pas nécessairement beaucoup, là, mais on l'a vu dans les séries, on le voit quand il joue. Il, exactement ce que je voyais dans la USHL, c'est ça qu'il fait. Fait que, tu sais, il y a le physique, il y a la drive, il y a le tir, il est capable de protéger la puck, d'aller la chercher. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est un gars rugueux, puis c'est vraiment le joueur que je suis le plus fier, mettons, d'avoir assez haut par rapport à plusieurs et qui est sorti vraiment plus tard. Fait que si j'avais nommé un nom, ça serait lui. Puis si j'avais donné un nom dans le contraire, ce serait Sacha Pastujov, que j'avais 14e cette année-là, 2 rangs avant Nice. C'est encore très tôt pour lui, c'est un bon espoir. Mais j'avais trop haut, puis avec le recul, c'est dans la case de l'expérience acquise dans
quand je regarde des joueurs comme ça, ce profil-là, il faut que je me pose plus de questions. Fait que c'est ça. Surtout quand le problème de patin, offensif, mais pas très défensif, ça laisse un peu traîner les pieds. Fait que c'est des red flags des fois que tu vois pas, que tu veux pas voir. Fait que c'est ça.